Il chevauchait comme s'il portait l'âme même de cette terre sur ses épaules. Le soleil perçait l'air sec de l'esplanade. La poussière s'élevait en nuées dorées sous les sabots. À ses côtés, Amélie ajustait son voile, avec l'assurance de celle qui sait se mouvoir entre les regards et l'intérêt. Il y avait des rires contenus dans les chaînes de cuir, des conversations de circonstance, des hommes qui inclinaient leurs chapeaux et des femmes qui tournèrent la tête pour observer. Robert, l'homme qui avait hérité plus que des terres, avait hérité du respect, de l'influence, un statut qui se traduisait par son maintien et sa voix dans les assemblées sous les halles du bourg. Ces histoires sont remplies d'émotions authentiques. Si vous vous y retrouvez et que vous appréciez, abonnez-vous pour voir plus d'histoires comme celle-ci et laissez en commentaire d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où nous pouvons aller. Ils avançaient sur la propriété comme si le paysage était une scène et la chevauchée une ovation. Tout était calculé. Le pas de la jument, le murmure des rennes, le flot de sang et de fortune qui semblait scellé. Robert portait son foulard neuf, ses bottes bien cirées, et un instant, tandis que le soleil frappait les ferrures du harnais, il sentit que chaque chose était à sa juste place. Ce fut alors que son monde se brisa devant une image qui, en d'autres temps, lui avait appartenu avec le même droit. De l'autre côté de l'esplanade, courbée sous le poids d'un fardeau aussi vieux que la terre, Jeanne portait du bois. Le soleil frappait sa tête nue. La cotonnade de sa robe collait à son corps, qui abritait déjà une vie. La scène était simple et dévastatrice. Une femme enceinte, seule, les mains marquées par le bois et le regard tourné vers là où personne ne devait plus regarder. Robert arrêta son cheval sans comprendre que ce geste était la fin de l'ostentation. Le bruit de la suite s'éloigna comme un souvenir. Il n'y avait sur le visage de Jeanne ni demande ni accusation. Il y avait seulement la dignité de celle qui travaille et soutient sa famille avec ce qu'elle a. La vision fut un coup subit, sec. L'homme qui s'était cru sans tache sentit pour la première fois avec clarté le poids des choix qu'il avait faits sur la petite place. Dans la vie quotidienne de cette communauté rurale, l'honneur était encore un mot au goût de fer. Un homme qui abandonnait femme et enfants devenait le sujet de toutes les conversations. Robert le savait, mais il savait aussi que le monde qu'il avait décidé d'afficher, les alliances, les réunions avec le colonel, la tranquillité apparente, avait été construit en partie sur une décision prise par vanité. Il avait été séduit par le confort social, par des promesses de sécurité, par Amélie et par son père, le colonel de Boisvert, dont l'influence s'étendait comme une longue ombre sur les champs voisins. Jeanne leva le visage quand les chevaux passèrent. Ses yeux sombres et clairs à la fois rencontrèrent les siens. Il n'y eut ni l'éclat du scandale, ni la supplication honteuse, seulement une reconnaissance muette. Il arrive que dans certains lieux, reconnaître c'est déjà tout dire, et ce que Robert comprit en cette seconde fut que le prix de cette reconnaissance serait plus élevé que toute vanité ne l'avait permis jusqu'alors. Autour de lui, le murmure se répandit comme une rivière. C'est Jeanne, la pauvre fille, l'homme jeune avec sa fiancée. Amélie sourit comme si rien ne s'était passé, ajusta la couleur de ses lèvres et serra les dents en silence. Son père, le colonel, l'observait avec les yeux de celui qui ne pardonne pas la faiblesse chez les autres et ne pardonnait pas à Robert la fluctuation entre désir et devoir. Si cette image vous a serré le cœur, aimez et restez avec moi pour entendre comment cette vision commença à tisser les jours à venir. Cette rencontre ne fut pas l'œuvre du hasard. 4 mois auparavant, quand la canicule ne s'était pas encore installée dans les entrailles de la terre, Robert avait pris la décision qui changerait sa vie. Il avait quitté la maison où Jeanne tissait des vêtements pour leurs enfants et avait proclamé avec la même conviction qu'il s'affirmait maître de ces bonnes terres qu'il y avait une autre vie à bâtir. Jeanne était alors enceinte. Il avait promis de revenir. Il disait que c'était seulement une nécessité pour un meilleur avenir, que le mariage vaudrait encore. Mais la promesse, fragile, se dissolut dans les conversations de salon, les dîners avec le colonel, et dans la présence lumineuse d'Amélie,
jeune femme à la voix douce et au regard stratégique. Ce fut de la séduction, ce fut de la vanité, ce fut une peur subtile de perdre quelque chose de nouveau qui semblait valoir plus que tout ce qui avait déjà été vécu. Amélie était apparue à l'auberge du bourg, avec des robes qui parlaient d'elle-même, et une manière de se pencher à table qui laissait deviner à qui appartenait la courtoisie. Le colonel, son père, un homme d'honneur et de bien, n'avait pas besoin de beaucoup parler pour indiquer qu'il ouvrait des portes. Robert fut sensible aux privilèges, non seulement à l'affection qu'il recevait, mais à la promesse que de telles alliances se traduiraient en terre, en contrats avec les fermiers, en une position qui se traduisait en influence et en réception mondaine. Il céda. Jeanne, de son côté, continua à coudre, non pas parce qu'elle ne ressentait pas la perte, mais parce que la vie exigeait que les mains se meuvent. Elle remplaça à table la conversation par le travail, le soir, la solitude par la lampe à huile et la prière. Dans sa dignité résidait une résistance calme. Elle connaissait sa grossesse, connaissait le jugement des regards indiscrets, mais refusait de revêtir le désespoir comme un héritage. Elle travaillait, souriait peu et aux heures de repos, parlait avec l'enfant qui grandissait en elle comme si c'était déjà un pacte d'espérance. Benoît, le contremaître, voyait tout avec les yeux de celui qui avait suivi des générations. C'était un homme de peu de mots, mais quand il ouvrait la bouche, chaque syllabe portait un poids de sens. Il observait Robert avec un mélange de fidélité et de déception. Il connaissait la terre mieux que n'importe quelle carte. Il connaissait également les conséquences d'un honneur blessé dans le village. Si l'homme cède à l'ombre par vanité, il n'aura plus d'abri quand viendra la pluie, disait-il plus pour lui-même que pour les autres. Père Antoine, de son côté, maintenait dans sa mission une main ferme, tempérée par la compassion. Ce n'était pas un homme de grand discours public. Il préférait appeler les gens à sa table et les écouter. Néanmoins, il ne laissait pas échapper la gravité du serment fait devant Dieu. Quand il apprit que Robert chevauchait maintenant avec sa fiancée, il laissa dans ses paroles une mise en garde. Les vœux sont des vases qui gardent des choses sacrées. Les retirer, c'est comme briser une céramique qui portera des cicatrices. Il ne prononça pas de condamnation retentissante sur la place, mais demanda à Robert de réfléchir. Ce que nous promettons par impulsion, nous pouvons le réparer avec le cœur, mais la réparation exige du travail, de la reconnaissance et du temps. Ce matin-là, avec la poussière s'élevant et Jeanne au loin, Robert sentit l'urgence de la reconnaissance, non par un remords de façade. Ça, il savait bien le faire lors des fêtes et des discours, mais par un silence pesant qui lui serrait la gorge. Tout ce qu'il avait construit semblait suspendu par un fil aussi ténu que la patience des gens. Le visage de Jeanne était une marche lente qui lui rappelait chaque moment de choix. Le retour de Robert aux pratiques quotidiennes fut plein de contradictions. C'était un homme qui connaissait la valeur d'une parole dite en public, savait manier les faveurs comme on sème des graines. Et pourtant, il y avait des pans de la vie qui ne se réparaient pas avec des faveurs. Un enfant à naître, des jours sans père, une maison qui ressentait l'écho de l'absence. C'est pourquoi, dans les jours qui suivirent la chevauchée, Robert envoya des provisions, apporta des sacs de farine, des tissus, des remèdes. Il agit avec la diligence habituelle de ceux qui croient que les problèmes se résolvent avec des choses matérielles. Jeanne remercia, reçut, nota chaque geste. Ce n'était pas de la méchanceté de sa part d'accepter, c'était une nécessité. Néanmoins, entre le présent et le passé, existait une blessure qui ne se soigne pas avec des dons. Amélie, percevant ces gestes, réagit avec cette manière qui faisait partie de l'éducation que l'argent achète. Elle faisait semblant d'être offensée. Cependant, derrière le voile de la dame se cachait un calcul. La nouvelle que Robert envoyait de l'aide courut les couloirs de la maison où l'on préparait les réceptions. Le colonel sourit de côté, comme si la main de Robert, tantôt mue par la sympathie, était une garantie que l'alliance se maintenait. Amélie, plus que de la jalousie, sentit une menace, la possibilité que le passé revienne prendre forme et espace. Il y eut une nuit
où Robert, sans beaucoup dire, se rendit à la chapelle. L'aube était naissante, les étoiles pâles. Il ne fut pas au confessionnal avec le père Antoine, du moins pas au début. Mais il marcha parmi les cierges et entendit ces mots qui disent que tout homme est fait de parties qui se défont. Les questions que le prêtre lui posa étaient simples. Qu'est-ce qui pèse le plus, Robert? Qu'espérez-vous gagner en laissant derrière vous? Il n'y avait pas de condamnation dans le ton. Il y avait la patience de celui qui travaille avec la trame des vies. Benoît, le voyant à l'aube, s'approcha d'un pas cadencé. « L'homme qui n'est pas à sa place ne trouve pas de repos », dit Benoît. Il ne voulait pas humilier. Il voulait que Robert prenne conscience de la nécessité pratique d'une présence qui ne s'achète pas. « Jean a besoin de présence, pas de provision, » dit-il, en référence à l'enfant qui fêtait encore la vie dans le ventre de Jeanne. « Il a besoin d'un père. » Les mots traversèrent Robert comme une pluie fine, lui qui avait toujours mesuré sa grandeur au nombre de têtes de bétail et à l'étendue des plantations, sentit pour la première fois qu'il y avait quelque chose de plus grand. Le visage d'un enfant cherchant un refuge sûr. Ces quelques mots de Benoît furent comme une boussole. Mais aucun homme ne se décide seul. Dans ce village, les gens formaient une tapisserie où chaque action tirait sur les fils du tissu social. Amélie, qui voyait dans cette union une amplification de son pouvoir, réagit. C'était de sa nature et du style qu'elle avait appris aux côtés de son père de transformer le sentiment en ordre. Lors d'un dîner, quand le murmure des conversations discrètes ornait le salon, elle parla de manière à ne laisser aucune place à la réplique. « Je ne peux pas rivaliser avec des fantômes. Soit il est entièrement avec moi, soit alors que les choses soient claires. » Le colonel sourit d'un air de qui ne veut pas la guerre, mais ne perd pas non plus ce qu'il a conquis. Robert remercia pour sa présence, mais son regard ne trouvait plus la paix. Il était toujours difficile de maintenir deux mondes. Il était encore plus difficile de justifier, devant celle qui portait du bois sous le soleil, la préférence pour les tables des salons feutrés. Chaque geste qu'il faisait en direction de Jeanne devait rivaliser avec ce qu'Amélie offrait. Fête, invitation, la chance de se réinstaller comme figure de prestige. Et il y avait, surtout, un chantage qui se tramait sans mots, la possibilité de perdre le nouveau si l'ancien retrouvait sa voix. Quand Amélie annonça finalement qu'elle était enceinte, la famille de Boisvert célébra comme on remporte un trophée. Il y eut des larmes bien orchestrées et des mots de félicitations. Cependant, la nouvelle arriva comme une bombe au cœur de Robert. Aussi désireux qu'il fut de reprendre sa vie et de reconstruire des foyers, cette affirmation soudaine de maternité servit aussi à le retenir. Le mot « grossesse » semblait un piège lumineux, éclairant et enfermant à la fois. Pour Amélie, c'était la garantie d'une possession. Pour le colonel, c'était un sceau qui scellait l'alliance, et pour Robert, une nouvelle forme d'obligation. Il ne pouvait pas simplement abandonner celle qui disait maintenant porter son enfant. Il y eut, dans cette révélation, le signe clair d'une stratégie. Certains rirent avec force contenue, d'autres, comme Benoît, froncèrent les sourcils. Père Antoine resta sérieux, ferma les mains sur son chapelet et n'éleva pas la voix. Mais ce n'était pas seulement du doute. Il y avait aussi le sentiment, chez les personnes les plus pragmatiques, que quelque chose pouvait être fabriqué pour le retenir. Amélie, avec son rôle bien rodé, savait agir pour être indispensable. Un homme de pouvoir sait que la dépendance d'autrui est un moyen de le maintenir. Robert naviguait entre l'envie d'honorer et la peur de perdre à nouveau. Il voulait être un homme de parole, mais il ne voulait pas non plus perdre la position que cette nouvelle vie préparée lui assurait désormais respect et influence. C'était un dilemme. C'est pourquoi, en public, il continua à maintenir les apparences. En privé, il se déchirait intérieurement. De nombreuses nuits se terminèrent en silence, regardant l'obscurité, imaginant les petits pieds qui un jour pourraient courir dans la maison de Jeanne ou d'Amélie. Il ne parvenait plus à distinguer laquelle. La confusion embrouillait ses sentiments. Jeanne, de son côté, suivit sa routine. Elle ne fit pas de proclamation, ne rechercha pas les feux de la rampe.
Elle maintenait sa dignité, la même qui lui donnait maintenant la force de porter du bois sous le soleil. Elle reçut les présents, accueillit les paroles de consolation des voisins, rendit grâce pour ce qui arrivait, mais vit l'éclat nouveau sur le visage de Robert et comprit l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Elle ne chercha pas de rétribution. Il y avait une résolution pratique dans sa manière d'agir. Elle voulait le bien de son fils. Quant au reste, elle laisserait le temps dire la vérité. Les conversations au balcon et derrière les portes entr'ouvertes commencèrent à tourner autour de ce sujet. Certains défendaient Robert à voix basse. L'homme a besoin de rédemption. D'autres chuchotaient. Un homme qui abandonne n'est pas digne. Le village se mouvait comme un corps qui ne sait où pencher. Père Antoine demandait le calme. Benoît observait les saisons. Jeanne suivait son travail. Le colonel activait les rouages de son prestige. Dans ce jeu de tension, Robert tenta quelque chose qu'il crut concret. Il demanda à Amélie d'accepter moins de formalités, de lui permettre, du moins en secret, de visiter la maison de Jeanne. Ce fut une demande timide venant de celui qui n'avait plus d'armes morales qui pussent blesser par leur vertu. Amélie réagit avec une froideur étudiée. « Soit je fais entièrement partie de cette famille, dit-elle, presque en murmurant. Soit alors, rien de tout cela n'aura de valeur. » Le message était clair. Il n'y avait pas de place pour partager les affections entre canapé et tendresse. Amélie voulait tout. C'est alors que pour la première fois, Robert sentit l'ennemi non pas hors de lui, mais au sein même de sa capacité à choisir. Amélie était devenue, avec la découverte de la grossesse, un instrument de compétition. Le colonel, à ses côtés, était l'autorité qui pouvait miner toute tentative de retour à son ancienne vie. Robert savait qu'en cas de tentative de céder, il affronterait la colère d'un pouvoir qui savait utiliser les procédures légales et l'influence. Pourtant, la présence de Jeanne dans les champs, à chaque brassée de bois qu'elle portait, à chaque pli de sa robe, était une musique sobre qui lui arrachait des engagements. Parmi les voisins courait la rumeur qu'il y avait une façon de résoudre. Une demande publique de pardon, une tentative d'ajuster l'erreur devant Dieu. Père Antoine en parla avec Robert. La réparation exige humilité et démonstration continue. Il ne suffirait pas de s'agenouiller sur la place, il fallait du travail. Vous avez déjà semé, retournez cultiver, dit le prêtre avec sa patience habituelle. Si la terre a reçu une pierre, il ne suffit pas de l'enlever à la hâte. Il faut labourer et travailler. Robert comprit, et c'est pourquoi, le lendemain, de la chevauchée qui avait tout changé, il planifia d'envoyer des provisions et de venir parler avec Jeanne. Il voulait, par des pas mesurés, aborder ce qu'il avait laissé. Il pensa à discuter d'abord avec Benoît, lui demander conseil, puis s'approcher. Mais chaque tentative simple se heurtait à la présence d'Amélie. La fiancée, maintenant plus ferme que jamais, se plaçait entre les gestes du passé et la volonté du présent. Le matin où il décida d'agir, il trouva Benoît à côté de l'étable, fumant la cigarette qu'il n'allumait jamais. Benoît écouta, sans montrer de hâte. « Si vous voulez revenir de manière à ce que les choses prospèrent, il vous faudra faire plus que des mots, dit-il. Il vous faudra montrer au quotidien que vous avez changé. Le bois que Jeanne porte a besoin d'un avenir pour ne pas retomber sous son poids. L'homme doit être vu en apportant l'eau, non seulement en disant qu'il l'apportera. » La métaphore frappa le cœur de Robert comme un marteau. Robert pensa alors à faire exactement cela. Être là, aller chez Jeanne, aider, porter du bois, mettre la nourriture sur la table, être présent pour l'enfant à venir. C'était simple et, en même temps, d'une humilité dévastatrice. Il ne savait pas si Amélie le permettrait, il ne savait pas si le colonel le laisserait, mais il y avait en lui un besoin qui ne pouvait plus être contenu par des ressources matérielles. Il devait prouver par des actes, et non par de simples mots, que la maison où un enfant était né pouvait redevenir un foyer. Quand cet après-midi-là, il dit à Amélie qu'il voulait réduire sa présence aux fêtes et accorder plus d'attention à son ancienne famille. Son visage se durcit comme du cuir au feu. « Vous voulez réparer par l'exposition » demanda-t-elle avec une fausse calme. « Vous voulez attirer les conversations et diminuer ce que nous avons construit ?» Les mots étaient un poison froid.
Le colonel se tint en position d'attente, calculant les prochains pas de son gendre, car pour lui, les alliances étaient des monnaies échangeables. Et puis, au milieu du jeu de recul et d'avancée, Amélie parla pour la première fois avec la voix qui retiendrait Robert. « Je suis enceinte ». La phrase fut lancée comme un étendard. Il y eut ceux qui crurent sans plus. Il y eut ceux qui regardèrent avec méfiance. Robert, de son côté, sentit la terre bouger sous ses pieds. La nouvelle était, si vrai, un lien qui le rattachait à deux familles, et si inventé l'astuce qui le maintenait sous contrôle. La place qui peu avant murmurait devant la vision de Jeanne avec son bois éclatait maintenant en spéculation. Le colonel sourit avec l'arrogance calme de celui qui a une partie à gagner. Amélie sourit intérieurement et extérieurement. Robert, cependant, ne sourit pas. Il resta muet avec un nœud qui lui montait à la gorge et sentit que, même en désirant bien faire, il pourrait être en train de s'enfoncer plus qu'avant, le genre de moment qui exige une réponse et qui peut condamner un homme s'il hésite. Robert savait qu'il avait besoin de temps. Il savait qu'il devait agir avec prudence. Père Antoine, lorsqu'il apprit la nouvelle, chercha une conversation privée, voulant éviter le spectacle public. Si c'est vrai, cela exige de vous de la responsabilité. Si ce n'est pas le cas, cela exige de vous de la prudence pour découvrir la vérité sans blesser plus de gens, dit le prêtre. La sagesse de l'homme de foi n'était pas manichéenne, c'était le travail de comprendre chaque cœur. La scène se ferma avec Robert seul à la fenêtre, regardant là où Jeanne, en ce coucher de soleil, ramassait encore du bois. L'image de ce matin-là se répétait devant ses yeux. Jeanne courbée, sa robe collée, la poussière du chemin, la dignité multipliée dans le silence. La nouvelle de la grossesse d'Amélie le frappait comme deux marées antagonistes. Il sentit soudain comme si la terre sous ses pieds était fragile. Entre la fiancée et l'ex-femme, il n'y avait pas seulement un choix d'homme, mais un lieu où l'honneur pourrait être reconstruit ou brisé à jamais. La nuit tomba avec ce non-dit entre les murs de la maison de Robert. Le colonel ferma les volets. Amélie alluma une bougie. Benoît sortit à la lisière du pâturage et poussa un long soupir. Père Antoine pria à voix basse pour le discernement. Jeanne, étrangère aux murmures des bougies et aux conversations de salon, prépara le dîner, rangea le bois et empaqueta ce qui restait d'espoir, comme on empaquette des herbes médicinales. Et ainsi les gens du lieu se tournèrent vers le lendemain, avec attente, avec doute, avec la claire sensation que quelque chose d'important se déroulait en fils qui tirerait d'autres vies. Robert ferma les persiennes, sachant qu'au lever du jour, il devrait choisir entre un acte de courage ou un acte de lâcheté. Choisir est toujours un travail, et à ce moment-là, il savait que tout choix apporterait des conséquences qui ne s'effacent pas facilement. L'histoire devient de plus en plus intense, mais avant de continuer, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucune histoire qui touche le cœur comme celle-ci. La lune, haute et pâle, semblait témoigner sans juger, mais les témoins étaient nombreux, et chacun porterait l'histoire plus loin. Le contremaître, qui connaissait la valeur du travail, le prêtre, qui connaissait la valeur du pardon, la femme qui connaissait la valeur de la dignité, et le colonel qui connaissait la valeur du pouvoir. Robert se réveilla les mains moites et avec une décision qu'il ne parvenait pas encore à nommer. Et quand le jour se leva, il fit le premier pas que le destin exigeait. Le lendemain matin, de la nuit où les volets s'étaient refermés sur la maison de Boisvert, rien ne changea dans le paysage. Le soleil monta encore avec la même lenteur sur le pâturage, et les branches sèches chuchotaient entre elles. Mais il y avait un poids nouveau dans l'air quand Robert décida qu'il ne pouvait plus adier une conversation qui le rongeait. Ce n'était pas seulement de la honte, c'était la certitude que s'il continuait à gaspiller sa vie entre les tables de salon et les belles paroles, il perdrait ce qui était plus grand que les possessions matérielles. Il fallait qu'il sache une bonne fois pour toutes si la promesse d'Amélie était une vie ou un piège. Il entra dans le salon où Amélie recevait les salutations comme on cueille des lauriers.
Elle était attentive à chaque geste, à chaque mot qu'elle pourrait transformer en avantage. Le colonel était parti pour ses affaires, comme à l'accoutumée. Il y avait toujours des affaires quand cela convenait. La voix de Robert fut contenue, plus douce que d'habitude. « Amélie, nous devons parler. » Ses doigts tambourinaient sur le rebord de la fenêtre, regardant au loin où Jeanne ramassait maintenant du bois. Amélie sourit. C'était un sourire qui avait la sécurité de celui qui a un refuge. « À propos de quoi, mon Robert? Je croyais que nous avions tout réglé hier. » Il y avait des nuances dans son calme qui l'affaiblissaient. Sous le voile de la civilité se cachait l'arme affûtée d'un mensonge qui emprisonnerait quiconque s'en approcherait. Sur nous, sur ce qui est vrai. Il n'était pas un homme de subterfuge. Il avait appris, dans cette vie de relations avec maîtres et domestiques, que les choses se résolvent avec clarté. Il espérait, peut-être naïvement, que la vérité, une fois établie, deviendrait un pont. Amélie leva la main comme pour chasser les mouches. « Mon ventre t'en dit plus que tes mots. » Et elle sourit pour clore la question. Robert vit dans ce sourire non seulement de l'orgueil, mais de la stratégie. Il sentit un nœud dans les mains et à la gorge. Il y avait là un choix qui l'écrasait. Croire et rester, douter et tout perdre. Le même jour, Benoît fut appelé à parler avec Robert. Le contremaître le trouva dans la grange, où il avait l'habitude d'ajuster les rênes et de réparer les harnais. Benoît, homme de peu de mots, observa avec des yeux qui avaient vu le monde sans indulgence. Si c'est vrai, que cela se voit clairement. Si ce n'est pas le cas, il convient de le savoir sans répandre de rumeurs. Les mots étaient simples et pesants. Benoît n'offrit pas de solution, il offrit de la prudence. La prudence à la campagne, à cette époque, prenait des formes pratiques. Robert ne pouvait pas, sans risque, confronter Amélie à la fête où le colonel avait des alliés. Il avait besoin de preuves. Il demanda à un domestique de confiance de s'occuper des petites tâches ménagères à la maison de Boisvert et discrètement d'observer, rapidement un secret raconté à voix basse. « Allez, voyez s'il y a des signes. » Le jeune homme, craignant et obéissant, partit comme celui qui porte une mission dangereuse. Dans la pénombre d'une nuit sans lune, le domestique revint avec un fardeau caché dans les mains, comme celui qui apporte un trophée ou une faute. Benoît ouvrit le paquet sans hâte. Il y avait, parmi des linges, une bosse de coton roulée dans de la toile de coton, un rembourrage fait pour tromper. On y vit ce que Robert avait craint, un rouleau de tissu froissé ajusté à un corset avec des taches discrètes de poussière, comme s'il avait déjà servi à cet usage. Quand Robert tint le tissu, il sentit la nausée de celui qui touche un artifice et découvre le mécanisme derrière le spectacle. Il n'y avait pas de joie dans la découverte. Il y avait seulement la compréhension qu'il avait été manipulé et que la manipulation avait un nom et une adresse. Amélie et son père. Le plan était clair. Un ventre fait d'un rouleau pour piéger un homme entre honneur et peur. Le lendemain, Robert demanda une conversation. Ce ne fut pas devant des invités, ni dans un salon. Il emmena Amélie sur la véranda, où le vent portait la poussière et les boiseries grinçaient, rappelant d'autres saisons. Il lui montra le tissu roulé, la farce devant laquelle l'astuce se décomposait, et demanda seulement « Pourquoi ?» Amélie, qui avait appris à transformer toute accusation en avantage, hésita. Son visage perdit sa couleur et son sourire devint un masque brisé. Il y eut là, pour un moment, un éclair de femme, non seulement politicienne, mais fragile, qui se reconnaît découverte. « J'ai pris ce qui était nécessaire pour nous garantir », dit-elle d'un filet de voix qui mêlait peur et décision. « Vous saviez que sans cela, vous ne reviendriez qu'avec honte. J'ai déjà lutté pour monter et je ne tomberai pas maintenant. » La réponse ne justifiait pas le mensonge, au contraire, elle le rendait plus cruel. Amélie parla, ravalant sa propre ambition. Son discours révélait l'influence de son père, l'impossibilité de vivre sans alliance avec le colonel, la peur de perdre tout ce qu'elle avait conquis. Il y avait de l'égoïsme, oui, mais aussi de la peur. La manipulation, même calculée, était le fruit de volontés humaines craintives. Robert, de son côté,
sentit comme si les chaînes qui liaient sa volonté avaient été forgées par des mains habiles et froides. Il ne lui resta aucune alternative honorable. Il dut rompre. « Je ne peux pas vivre de mensonges, dit-il. Si tu veux être mienne, que ce soit par la vérité, sinon pars. » Les mots sortirent comme une lame d'un temps qui s'épuisait. Amélie réagit avec hâte. Le lendemain, quand elle apprit que Robert l'avait quittée et que l'homme dont elle dépendait tant était disposé à reprendre des pas qui le mèneraient à Jeanne, le colonel tressaillit, non comme un homme blessé, mais comme un seigneur qui voyait ses rouages être perturbés. Le pouvoir du colonel ne venait pas seulement des fûts et des terres, il venait de faveurs, d'alliances qui se payaient par les petits malheurs d'autrui. Et il savait, comme peu, manier la justice du lieu comme une pièce d'échecs. Il n'y eut pas de procès moderne avec des papiers interminables. Il y eut bien l'articulation propre à un lieu où l'influence permet d'appeler le juge de paix, de demander l'exécution d'anciens contrats, de réactiver des dettes oubliées et de presser les créanciers avec des promesses. Le colonel, d'une voix glaciale, rappela à Robert d'anciens engagements, des contrats d'amitié qui valaient des terres, des paroles données lors de soirées au cognac, qui, selon le maître du domaine, n'étaient rien de moins que des promesses. En quelques semaines, des ajustements formels et informels furent faits. Des portions de terre furent prises sous forme de règlements et de rachats pour solder ce qui, selon cette logique, devait être payé. Robert se vit pour la première fois dépouillé de ses derniers privilèges. Il vit des gens qui le saluaient auparavant avec aisance lui tourner le dos. Son troupeau diminua, les domestiques donnèrent leur congé, et dans l'ombre des vieilles alliances, la ruine arriva avec calme et fermeté. La perte matérielle eut le goût de l'aggravation de la souffrance. Elle était juste par les conséquences de ses choix, mais dure dans son exécution. Ce n'était pas une vengeance gratuite, c'était la conséquence claire que son indécision lui avait choisi plus d'alliés qu'il n'en avait pour payer. L'humiliation vint par les murmures et les regards vides. L'homme qui autrefois montait des chevauchés pour afficher son nom, marchait maintenant à pas plus courts, comme celui qui craint les jugements d'autrui. Quand tout se calma en surface, Robert prit l'attitude qui changerait sa vie pour toujours. Ce ne fut pas un grand geste théâtral sur la place. Il ne chercha pas les applaudissements. Il prit ce qui lui restait de dignité et se rendit à la maison où Jeanne vivait. La pluie tombait finement cet après-midi-là, une pluie de cette espèce qui lave la terre et noie les souvenirs. Il frappa à la porte et Jeanne ouvrit. Un instant, aucun des deux ne parla. Il entra juste, mouillant les bords de son chapeau, les joues marquées et les yeux plus lourds qu'ils ne l'avaient jamais été lors des fêtes. Jeanne, qui avait forgé une vie de résistance tranquille, le regarda sans laisser transparaître si elle y croyait ou non. La maison sentait le pain et le linge propre. Son ventre abritait encore l'enfant à naître, et il y avait dans ce corps une forteresse qui avait appris à vivre avec les blessures. Robert s'agenouilla devant elle. Ce ne fut pas un agenouillement théâtral, ce fut l'agenouillement de l'homme qui se reconstruit et qui reconnaît sa dette. « Jeanne, je te demande pardon, » dit-il d'une voix brisée. « J'ai failli par orgueil et par peur. Pardonne-moi, laisse-moi revenir, et cette fois rester par mes actes, non par des promesses. » Jeanne écouta et sourit avec soin. Sa voix, quand elle vint, fut claire. Le pardon n'est pas une promesse vide. Le pardon demande du travail. Tu devras le mériter. Je ne dis pas non, mais je dis qu'il y aura des conditions. Sa condition était simple et austère. Une présence quotidienne, un travail égal à celui de tous, des soins pour l'enfant à venir et aucun geste théâtral pour laver sa culpabilité. Si tu veux rester, il te faudra le prouver jour après jour, comme on sème une graine pour qu'elle germe. Elle parlait comme celui qui plante et attend des fruits mûris à point. C'était un prix juste. Robert accepta. L'exigence de Jeanne n'était pas vengeance, mais prudence. Il devait reconstruire ce qu'il avait brisé, non seulement par des mots, mais par des actes. Et les actes commencèrent, non pas dans le luxe, mais avec le bois. Le premier jour après la demande de pardon fut une leçon d'humilité à laquelle peu assistèrent. Robert prit la hache, qui fut autrefois celle de son contremaître, et se rendit au bois chercher du bois. Ses mains,
habitués à la poignée du cigare et à la plume des arrangements, tremblaient sur les manches de bois. Benoît observa sans parler et hocha la tête, comme celui qui voit une plantation labourée. Le travail était physique, répétitif et long. À chaque morceau de bois apporté, Robert sentait le poids de sa propre ignorance et la valeur de la présence. Ce ne furent pas des jours de pardon facile. Il y avait des regards qui ne pardonnaient pas et des voix qui rappelaient les anciennes erreurs. Il y avait aussi des défis pratiques. Sans terre suffisante, les récoltes étaient moindres. Sans prestige, les contrats négociés facilement auparavant ne se présentaient plus. Robert apprit que réparer coûte du temps et de la sueur. Il apprit aussi que Jeanne n'acceptait pas les gestes grandioses. Elle ne voulait ni fête, ni banquet de réconciliation. Elle voulait des repas chauds, l'école pour son fils, un visage qui apparaissait quand les gens tombaient malades, et des mains qui ne fuyaient pas. Le premier hiver fut rude. La toile de coton dut être rapiécée. Le four exigea plus de bois. Robert, qui auparavant aurait dit aux domestiques de s'en charger, attendait maintenant le travail, prêt, les mains calleuses. À chaque pas, un voisin remarquait. Jean, encore petit, le visage plissé par la croissance, regardait le nouvel homme qui arrivait au repas. Il ne l'appelait pas toujours « papa ». Il y eut des jours où le garçon le regardait de loin, méfiant. Il y eut aussi des moments de tendresse soudaine, quand Robert chanta une berceuse d'une voix rauque et que le garçon s'endormit dans ses bras. Un fil d'espoir se tendit entre leurs cœurs. Les années passèrent non pas en semaines, mais en épisodes qui semblaient sceller des engagements. La reconstruction ne vint pas en une nuit, mais en de nombreux matins ensoleillés. Robert apprit à être là où il ne se souvenait pas avoir mis les pieds, aux soins des fièvres, à l'aller au marché pour vendre le peu qu'ils avaient, à parler avec l'instituteur du village pour savoir si Jean allait à l'école et ne courait pas seulement dans les enclos. Il échangea lentement l'apparence d'homme de possession contre la pratique d'homme présent. Père Antoine vit cette transformation avec des yeux qui reconnaissaient le travail du repentir. Lors d'une messe dominicale, il s'approcha de Robert et lui parla sans la foule, avec la sérénité de celui qui est appelé à accompagner les âmes. Le repentir qui ne se traduit pas en action est une promesse vide, dit le prêtre, mais je vois en toi le travail du quotidien. Ne vous y trompez pas, le chemin est long, continuez ainsi. La bénédiction du prêtre ne vint pas comme une absolution immédiate, elle vint comme la reconnaissance d'un effort. Dans le village, les choses s'ajustèrent. Il y avait ceux qui murmuraient encore, il y avait ceux qui étaient plus généreux. Benoît, toujours pratique, aimait appeler Robert près du four ou dans le champ, comme celui qui l'aide à accomplir une tâche qui n'est plus seulement une punition. « Viens avec la houe », disait-il, et la voix du contremaître était une invitation et une épreuve. Et Robert, sans hâte, acceptait. Les enfants grandirent et les saisons marquaient le temps avec solennité. Jean développa pas à pas une affection qui avait maintenant des racines pratiques. Le père qui était apparu pour couper du bois devint l'homme qui emmenait son fils à la rivière pour apprendre à pêcher. L'homme qui était là les nuits de fièvre. Le premier papa prononcé par le fils ne vint pas dans une scène préparée. Il vint le matin où Jean, les genoux écorchés et les larmes cachées, courut vers Robert et chercha dans sa poitrine un refuge. Robert, qui tant de fois s'était mesuré par ses possessions, y trouva un or qu'aucune terre ne garantissait. La communauté aussi vit des transformations. Le colonel, dont l'influence avait été forte, s'affaiblit avec le temps. Entre les alliances monétaires et les engagements qu'il avait pris, son prestige n'était pas infini. Amélie, de son côté, ne trouva pas dans le monde qu'elle avait choisi la paix qu'elle avait masquée avec truculence. Humiliée par la fuite de son mari et sans le soutien qu'elle avait cru durable, elle partit pour une autre ville, accompagnée par son père pendant quelque temps. Il ne s'agissait pas d'une punition expiatoire, mais d'une conséquence. Amélie emporta sa froideur et ses doutes. Quand, des mois plus tard, des nouvelles parvinrent qu'Amélie était partie loin avec le colonel et que ce dernier cherchait à conclure des affaires partout où il le pouvait, il n'y eut pas de réjouissance. Jeanne, de son côté, ne célébra jamais la chute d'autrui.
Elle sut seulement continuer à tisser la patience qu'exige le soin d'un enfant. La vie se chargea de montrer que la farce avait abouti à la douleur pour beaucoup et que la justice de ce lieu s'exerçait avec lenteur. Le temps guérit et grava. Les années se déroulèrent en cycles de semailles et de récoltes. Robert, à chaque saison, ajoutait de petits actes. Une clôture réparée, un garde-manger qui se remplissait d'un peu plus de lait, sa présence aux messes, son attention aux besoins de son neveu qu'il considérait comme un frère. Il n'y eut pas de grands gestes publics de réparation. Il y eut de la cohérence. Les conversations sur la place changèrent de sujet. Le temps a cette justice. Il fait taire les voix de la calomnie et met en lumière celles de ceux qui agissent. Lors d'un été particulièrement chaud, il se produisit quelque chose qui pouvait paraître anodin, mais qui, dans cette communauté, avait son poids. Marie naquit. Elle naquit dans un souffle du matin, quand Jeanne n'avait plus de méfiance qui annulerait la bonté du moment. La naissance de Marie fut simple. Des tisanes, des mains qui guidèrent l'aide de Benoît, qui ne laissait pas la famille sans soutien, et la présence tranquille de Robert, qui tint la main de Jeanne dans le même geste qu'il avait fait des années auparavant, en demandant pardon. Voir Marie blottie dans le drap fut voir en chair et en rire le renouveau d'une famille qui s'était reconstituée. Cette fille, du même sang et de la même maison, qui un jour connaîtrait la douleur, vint comme témoin que le temps, employé avec humilité, change les choses. Ce ne fut pas une réconciliation sans prix. Jeanne n'oublia pas. Elle lui pardonna avec discernement et avec des limites. Un après-midi, assis sur la véranda, regardant le soleil descendre derrière les tilleuls, Jeanne parla de manière directe. « Pardonner n'est pas effacer. L'oubli n'existe pas pour qui porte la mémoire, mais choisir d'aimer, même avec des cicatrices, c'est ce qui nous rend humains. » Robert entendit cela comme une réponse définitive, scellée. « Je promets d'être ce que je dois être et non ce que par vanité j'ai voulu paraître. » Il y avait de l'humilité dans la promesse et de la dignité dans le ton. Le colonel, de son côté, n'eut plus jamais la voix qui autrefois menait les négociations avec aisance. Son influence demeura, mais l'opinion publique s'altéra. Il y avait dans le lieu une leçon visible. Les positions ne sont pas éternelles, et les choix meuvent les destins. Une certaine année de pluie généreuse, Jean, maintenant un jeune garçon, qui commençait à penser par lui-même, agrippa la main de son père et lui demanda de lui apprendre à planter. « Papa, apprends-moi à bien faire les sillons » demanda-t-il. Robert sourit comme celui qui reçoit la première poignée de graines. Il frappa la terre, fit les sillons avec calme et expliqua chaque geste. Ce moment si simple était la somme d'années de bois portés, de nuits sans sommeil, de présences que l'on ne peut simuler. Et là, dans ce champ, père et fils plantèrent ensemble, et l'avenir germa. Le temps servit aussi à apaiser les conversations autrefois difficiles. Père Antoine, qui avait accompagné en silence le travail de Robert, lui offrit un après-midi une parole qui n'était pas une absolution miraculeuse, mais qui signifiait accompagnement et espérance. « Le Seigneur pardonne », dit le prêtre, « mais le pardon entre les hommes demande réparation et fidélité. Je vois dans tes mains la fidélité que Dieu veut nous enseigner. » Ce ne fut pas une magistralité doctrinale, ce fut de la tendresse sous forme d'encouragement. Les voisins commencèrent à voir la famille différemment. Jean et Marie grandirent avec la sensation que le manque peut exister, mais qu'il y a aussi réparation quand la présence est réelle. Marie, petite et aux yeux vifs, courait pieds nus tandis que Robert l'observait et la bénissait silencieusement. La maison, qui avait été le théâtre de tant de décisions, avait maintenant des rires qui n'étaient pas de fête, mais de vie. Il y eut des moments d'épreuve. Quand une sécheresse frappa les terres voisines, le village souffrit, et ce fut alors que la preuve du caractère de Robert se montra définitive. Lui, qui avait tant perdu, n'abandonna pas la communauté. Il partagea le peu qu'il avait avec ses voisins, aida à organiser la charité pour les plus pauvres, laissa de côté tout ressentiment envers ceux qui autrefois lui avaient tourné le dos. Il ne fit pas d'annonce de vertu. Il fit ce qu'il convenait de faire, en homme qui avait appris la responsabilité. Benoît, le voyant aux côtés des plus humbles, sourit avec reconnaissance.
C'est maintenant que je vois le travail, dit le contremaître. Cette reconnaissance valait plus que n'importe quelle terre récupérée. Amélie, lointaine, tenta un jour de revenir en silence. Les nouvelles couraient, et il parvint au village qu'elle cherchait à refaire sa vie dans un endroit où personne ne la connaissait. Vint une lettre avec une demande de retour, exprimée en mots qui imploraient la pitié. Robert, avec la sérénité que lui apportait le travail et les petites bénédictions, ne la reçut pas avec vengeance, mais avec distance. Il y avait de la compassion pour celui qui se trompe, mais aussi de la prudence. Il ne s'agissait pas de refuser le pardon, mais de ne pas permettre que d'anciens mécanismes reviennent blessés. Amélie était la douleur qui avait besoin de sa juste place. La communauté, à son tour, apprit à ne pas louer la séduction qui force le mensonge. Le village, finalement, ne fut pas un théâtre où la morale se démontrait par le spectacle, mais un champ où le caractère fleurit par la répétition. La réconciliation fut vraie parce qu'elle s'appuya sur des actes et non sur des manifestes. Robert devint au fil des ans une figure connue pour ses mains calleuses, pour un nom qui était de nouveau prononcé avec respect, non par peur. La reconnaissance vint en voyant la persévérance. Jean appelait maintenant papa, naturellement. Marie virevoltait autour de la table. Jeanne faisait du pain et partageait l'odeur du travail avec la paix qui vient du silence sûr. Un après-midi d'automne, Père Antoine vint à la maison portant 2 cierges. Ils s'assirent à l'ombre de la véranda. Le prêtre, avec son regard compatissant, parla du valeur de la présence. Le pardon qui se confirme au quotidien est le signe que la grâce agit dans nos mains. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons être fidèles. Cette parole ne fut pas un soulagement rapide. Ce fut la reconnaissance que la transformation avait exigé du temps et que ce temps avait été accordé. La vie alors montra sa leçon la plus claire. Que les secondes chances sont possibles, mais qu'elles coûtent du travail et ne s'achètent pas dans les ruptures. Le dernier mot ne fut donné par aucun tribunal, ni par la renommée. Il fut donné par la maison où les enfants grandissaient, et où le foyer se construisait avec du pain et du bois, avec des épreuves et des rires. La reconstruction avait été lente, redondante, humiliante parfois, mais elle avait été sincère. Robert a appris que l'honneur ne se soutient pas par des chevaux et des foulards coûteux, mais par le travail d'être présent quand le vent souffle froid. Des années plus tard, assis sur la même véranda où il avait autrefois fait des serments, Robert tint la main de Jeanne. Au loin, Jean aidait Marie à monter sur un tronc d'arbre, riant aux éclats sans honte. Benoît entra avec un sac de son et sourit en voyant la routine qui venait maintenant sans effort. Père Antoine passa et salua de la main. Le colonel était encore une présence lointaine, l'ombre de celui qui avait couru après son propre jeu. Mais pour ceux qui avaient souffert, la leçon était écrite sur des visages propres de poussière et de callosité. Oublier, ce n'est pas le propos, dit Jeanne une fois de plus, avec le calme de celle qui avait appris à vivre avec son histoire. Mais aimer avec responsabilité, c'est ce qui nous sauve. Robert regarda ses mains et sut qu'aucun légalisme ne résoudrait cela. Le temps, les petites réparations, le quotidien d'apporter l'eau, de soigner la fièvre et d'être présent avaient résolu cela. La rédemption, pensa-t-il, était toujours passée par les mêmes mains qui portèrent le bois. Quand la nuit tomba, la famille se réunit à table. Il n'y avait plus la prépondérance de l'étranger ou du pouvoir du colonel. Il y avait la simplicité de celui qui sait ce que cela a coûté. Père Antoine prononça une bénédiction simple et sincère. Les enfants rient et la maison soupire. Robert, qui autrefois avait chevauché en affichant un grand nom, voit maintenant la femme qu'il avait laissée enceinte porter le bois et sourit avec l'espoir tranquille de celui qui a enfin su comment mériter le pardon. Non avec des mots rapides, mais avec sa vie. L'image qui un jour l'avait brisé était maintenant une image de réparation. Jeanne, enceinte à nouveau, travaillant et ferme. Et Robert, à ses côtés, les mains sales et le cœur pur de toute prétention. Si l'histoire que vous avez entendue vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit que les secondes chances existent.
à condition qu'elle soit accompagnée d'un vrai changement. Car aimer n'est pas une promesse légère, c'est une présence, et la présence, même endurcie, est ce qui transforme la terre.